Bon alors, est-ce qu'on est tous foutus? La fin du monde, c'est pour bientôt? Est-il déjà trop tard? Ces questions planent au-dessus de notre époque, et c'est légitime. La crise écologique devient chaque jour de plus en plus pressante, et s'ajoute aux crises sociales, géopolitiques, économiques. Les catastrophes naturelles, l'amenuisement des ressources, l'effondrement de la biodiversité, mais aussi les pandémies ou les risques de pénurie sont alarmants, angoissants, à tel point qu'on peut croire inéluctable l'effondrement. En 2020, 65% des Français croyaient en un possible effondrement de notre civilisation. Mais de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on quand on parle d'effondrement? Nos deux invités du jour en sont spécialistes. D'un côté, Jacques Tibéri le craint. Notre société risque de s'effondrer. Mais il prône une colère constructive, mobilisatrice, et compte sur notre résilience pour nous adapter aux changements à venir. De l'autre côté, Antoine Bueno n'en est pas si convaincu. Il n'est pas si inéluctable cet effondrement, et on peut s'y adapter, à condition d'agir. Alors, comment expliciter cette notion d'effondrement? Comment vivre avec cette perspective sans succomber à l'angoisse? Comment en parler? Et surtout, comment agir quand on en a conscience? C'est le sujet de ce nouveau débat sur le crayon. Notre civilisation arrive à son terme. Non. Non. Nous avons atteint la limite dans l'exploitation des ressources. Oui. Non. C'est la faute des humains si la société s'effondre. De quelques humains. Non, je comprends pas la question, mais je vais dire non. Bonjour, je m'appelle Antoine Bueno, je suis essayiste et conseiller au Sénat sur les questions de développement durable et de prospective. Et mon dernier essai, que voici, s'intitule « L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu », qui est sorti aux éditions Flammarion. La croissance verte est un mythe. Oui. Ah bah non. L'homme est voué à rester sur Terre. Oui. Non. Nous vivons dans une société beaucoup trop confortable. Non. Oui. Paradoxe. Bonjour, je m'appelle Jacques Tibéri, je suis journaliste, rédacteur en chef du Low-Tech Journal. Low-Tech, ça s'écrit comme ça. Et je suis spécialisé dans les questions de technologie douce et de mode de vie résilient. Tout notre confort va disparaître. Non. Non. Il faut être fou pour souhaiter l'effondrement. Alors je suis fou. Alors oui, il faut être fou, oui. Nous sommes devenus trop dépendants de la technologie. Oui. Oui. Le recours à la géo-ingénierie est inéluctable. Oui. Oui. L'humain est capable de limiter délibérément sa production et sa consommation, d'être sobre. Oui. Oui. L'espèce humaine survivra dans un monde où la biodiversité aura été drastiquement réduite. Oui. Oui. La technologie peut nous sauver de l'effondrement. Non. Oui. Le monde tel que nous le connaissons va disparaître. Oui. Oui. L'effondrement frappera davantage les pays du Sud que ceux du Nord. Non. Oui. Nous sommes tous capables de nous débrouiller dans la nature sans aide technologique en tant qu'humains. Non. Ah bah non. Non. Les survivalistes ont raison de se préparer à l'effondrement. C'est mal. Oui. Pas toujours de la bonne manière. Moi je dis non. C'est quoi pour vous un effondrement? De quoi on parle quand on évoque ce terme? La notion d'effondrement, aujourd'hui, elle est très répandue dans le débat public et elle est très présente dans les esprits, dans la pop culture, mais on ne sait pas exactement de quoi on parle. Cette notion d'effondrement, elle paraît très nouvelle parce que c'est maintenant qu'elle a explosé dans l'esprit du grand public et qu'elle a été très diffusée par la collapsologie qui, elle, est relativement nouvelle. Mais la notion d'effondrement, elle est vieille, après tout est relatif, hein, mais elle a plus de 50 ans puisqu'elle date d'un document qui est extrêmement important qui s'appelle le rapport Meadows. C'est un rapport qui a été demandé par un club d'afrocapitalistes européens, le Club de Rome, sur la poursuite de la croissance économique, qui était déjà
déjà très fortes dans les années 60, évidemment 70, qui ont saisi des jeunes chercheurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology, en leur disant est-ce que cette surenchère économique, ça va pouvoir durer longtemps? Alors pour répondre à la question, ils ont pondu ce rapport, les auteurs, et ils ont fait quelque chose qui était totalement inédit dans notre histoire, ils ont utilisé l'informatique. C'est la première fois qu'on a créé un modèle informatique pour arriver à faire des projections sur le devenir du monde. Ils ont appelé ce modèle-là World 3. Ils ont un système, le système monde, le World Model, donc ça c'est le monde, simplifié évidemment, modélisé, avec des boucles de rétroaction positives et négatives partout. Et à l'époque, c'était le début des ordinateurs au MIT, ils ont mis les chiffres réels, la population, l'investissement industriel, les taux de natalité, tout ça. Et ils ont appuyé sur Enter et ils ont vu comment le monde, qui était modélisé là, allait évoluer pendant 150 ans. 1900-1972, il y a la population mondiale qui commence son exponentielle, là en gris, la production alimentaire, en vert et en rose c'est l'économie, les services et l'industrie, du coup la pollution commence aussi son exponentielle, et là c'est les ressources non renouvelables qui commencent à s'épuiser. Ça c'est les données réelles. Et ils appuient sur Enter, et le modèle donne ses pointillés. Que dit le modèle? En gros, si on continue sur cette trajectoire d'exponentielle de croissance, on va vers un effondrement de tous les indicateurs, donc de la société. Si la croissance, c'est ce que disait le rapport Meadows, si la croissance économique se poursuit comme ça, au moment où on se parle maintenant, c'est-à-dire au début du XXIe siècle, il y allait avoir un collapse, un effondrement, c'est-à-dire que le système industriel mondial allait s'arrêter, donc ne pourrait plus répondre à nos besoins, et que donc il y aurait des milliards de morts. C'est ça l'effondrement, l'arrêt du système industriel un peu partout sur la planète. Et comme nous vivons aujourd'hui dans la modernité sous perfusion de systèmes industriels, sans l'industrie, enfin à moins d'être complètement coupé de toute la société moderne, sans l'industrie, on ne peut plus se chauffer, on ne peut plus se nourrir, on ne peut plus boire, on ne peut plus rien faire, on meurt. Voilà ce qu'est l'effondrement. Je vais essayer de compléter les choses en disant que ce qu'on appelle effondrement dans le milieu donc, de la collapsologie, qui est entre guillemets la science de l'effondrement, et mon ami Pablo Servigne, qui a écrit sur cette question-là, a développé une définition relativement précise de l'effondrement. Et cette définition, elle a plusieurs éléments. D'abord, l'effondrement est un processus long. Certains, par exemple, considèrent que l'effondrement débute au moment où débute ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire au moment où la révolution industrielle, pour parler plus simplement, au moment où l'homme commence à avoir tellement d'activités industrielles qu'il va influencer le climat. Et puis aussi qu'il va commencer à épuiser les ressources naturelles sans se préoccuper de savoir quelle est la limite de ces ressources. C'est-à-dire que dans le modèle économique contemporain, qui date du 19e siècle, voire même plus tôt, les ressources naturelles sont considérées comme des choses infinies. Ensuite, l'effondrement est un processus qui est systémique. Et c'est ça qui le rend extrêmement complexe. C'est-à-dire que souvent, on regarde l'effondrement sous un seul angle. On dit, par exemple, on va avoir des blackouts. Voilà, effondrement électrique. Ou bien, on dit qu'on peut avoir des pénuries de nourriture, des pénuries d'essence. Alors qu'en réalité, on est plus dans un jeu de dominos, dans un système global où tout est entremêlé. Et donc, si vous avez un domino ou un élément qui saute, vous allez avoir des impacts en chaîne sur les autres éléments. Et ça, c'est très difficile à analyser parce qu'évidemment, vous avez des centaines de connexions, les choses les unes avec les autres. Et donc, il vous faut un cerveau, il vous faut une analyse et un recul, un esprit systémique énorme. Mais ça vous fait dire que tout ce qu'on appelle le technosolutionnisme, c'est-à-dire la technologie va nous sauver parce que, etc., ça conduit, ce raisonnement systémique conduit généralement à dire que le technosolutionnisme est une illusion. Moi, je pense que c'est un moyen, le progrès technique, mais ça dépend de ce qu'on appelle progrès technique. Si le progrès technique, c'est d'envisager de mettre des nanoparticules de carbone dans l'atmosphère pour
donc des particules, de la poussière pour réfléchir le soleil vers l'extérieur et refroidir la planète pour compenser la bêtise avec laquelle on la réchauffe, à ce moment-là, c'est un progrès technique qui, pour moi, n'est pas du progrès, c'est de l'apprenti sorcier, c'est dangereux. S'opposer à la technique comme outil de transition, évidemment, ça n'a aucun sens. C'est une des dimensions qui sera déterminante. Parce que il y a des piliers dans notre système actuel. Ces piliers, il y en a 4. Et l'effondrement, ce serait l'effondrement de ces 4 piliers. Le premier pilier, c'est évidemment les ressources naturelles. Donc ça va de l'agriculture au pétrole, etc. Le deuxième pilier, ce sont les réseaux. Donc les réseaux, c'est vraiment le réseau électrique, c'est Internet, mais c'est aussi les réseaux des hôpitaux, c'est aussi le réseau des stations-service, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont des infrastructures et qui coûtent très cher à entretenir et qu'il faut entretenir en permanence. Troisième pilier, c'est le système bancaire. Le système bancaire qui est totalement dépendant d'infrastructures, notamment d'infrastructures numériques. Et puis, vous avez le dernier pilier, qui est la ressource humaine qui permet d'assurer, je dirais, le fonctionnement normal des institutions. Donc, j'appellerais ça l'état de droit. Et l'état de droit, c'est ce qui nous sépare de la sauvagerie, si on peut dire. Le rapport Meadows a très clairement identifié les années 2030-2040 comme étant un moment charnière où, si on continuait en fait le business as usual, comme on dit, on allait arriver en fait à un effondrement des capacités en matières premières et à un certain nombre de conséquences qui auront pour effet que le système chute. Mais s'ajoute à cette analyse de Meadows qui pointe vers 2030 d'autres rapports, d'autres études scientifiques qui pointent aussi vers 2030 en parlant de choses complètement différentes. Vous regardez l'état des océans. Le fait que les océans à la fois se réchauffent, à la fois s'adoucissent, il y a moins de sel, et qu'il y ait moins de biodiversité, moins de plancton. Eh bien, quand vous regardez la destruction des océans, eh bien, les scientifiques pointent aussi autour de 2030-2040. Regardez les forêts. Il y a des études faites par des chercheurs londoniens et chiliens qui montrent que dans l'état actuel des choses, si on continue la déforestation, les forêts arrêtent leur capacité à renouveler l'atmosphère, à renouveler des éléments de climat qui vont conduire à des épisodes météorologiques extrêmes dans plusieurs parties du monde. Donc, quand vous regardez ce qui se passe pour le pergélisol, quand vous regardez, donc en Sibérie, quand vous regardez ce qui se passe avec les effusions de méthane, quand vous regardez ce qui concerne aussi les stocks de pétrole et de gaz de schiste compris, tout pointe vers 2030-2040. Et je conclurai en disant que la vision Mad Max, si on peut dire, en effet, est fausse. J'ai dit l'effondrement, c'est progressif. Néanmoins, il peut se passer, au fil du temps, des événements qu'on appelle des signes noirs. Et ces signes noirs, comme l'animal, ces signes noirs, ce sont des événements qui ont une probabilité très faible, mais des conséquences énormes. Alors, je ne peux pas vous en faire une liste, parce que justement, leur probabilité est tellement faible, mais c'est un peu la comète qui tombe dans Don't Look Up. Mais il y a un signe noir qui est arrivé, c'est l'explosion du port de Beyrouth au Liban. Qui a en une nuit, en une journée, quasiment détruit un pays et l'a fait chuter. On peut aussi parler de la chute du mur de Berlin. Elle conduit quelques années plus tard à l'effondrement de l'URSS. Et l'effondrement de l'URSS, ça me permet de faire une petite transition, ce n'est pas l'effondrement du monde, ce n'est pas l'effondrement de la civilisation, ce n'est pas l'effondrement de l'humanité, c'est l'effondrement d'un système économique et politique. Et l'effondrement, quand on parle d'effondrement, moi j'aime parler d'effondrement de notre mode de vie actuel, c'est-à-dire un mode de vie
techno-industriel où tout ce qui nous entoure est le produit soit d'une technologie avancée, soit une production industrialisée. Quand, et c'est la première question qu'on leur pose en général, les collapsologues, on leur dit « Bon, bah d'accord, alors tout va s'effondrer, c'est quand ?» Eh bien, de bonne foi, ils disent pas du tout ce que tu dis. Ils disent on n'en sait rien. Alors, ce qui est une preuve d'humilité. Donc c'est aussi ça qui fait que la collapsologie, c'est pas du tout un millénarisme. Il y a beaucoup de gens qui confondent ça en disant mais oui, mais de tout temps, on a pensé que notre époque était la dernière, etc. C'est pas du tout ça la collapsologie, parce que ça se base, ça s'ancre sur des choses très concrètes, très rationnelles et pour le coup des véritables sciences et des disciplines. Donc ils disent ça peut être demain. Et ça peut être très court, ou bien, effectivement, et c'est là que ça devient, je dirais presque plus intéressant, en tout cas plus difficile à penser, ça peut s'inscrire dans le temps long. Pourquoi ils ne disent pas de date ? Parce que Yves peut pas savoir, Cochet... oui. Non, parce que Yves Cochet l'a fait. Et Yves Cochet il s'est bien planté, oui. Mais le rapport Meadows aussi. C'est pas qu'il s'est bien planté, puisque 2030, mais c'est que on l'a qualifié de piti, de Madame Irma avec ses cartes, etc. Ouais. Et donc, dans les médias mainstream où vont notamment par exemple Pablo Servigne, on ne peut pas dire sur un plateau comme ça, dans 2030, on va tous crever. Parce qu'il y a une responsabilité. Après, là, on est dans un format et dans un échange qui permet du temps long. Moi, je n'ai pas dit que c'était 2030, le 3 mai à 12h. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a une multiplication de rapports scientifiques qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui pointent vers une décennie. La temporalité du collapse, de l'effondrement, est quelque chose qui est sujet à diverses interprétations, diverses possibilités. Et quand je dis ça, j'insiste bien sur le fait que c'est pas moi qui dis ça. Je veux dire, c'est certainement pas une critique. C'est-à-dire, c'est totalement assumé par les tenants de la collapsologie, les personnes qui étudient cette possibilité. Donc, c'est-à-dire que c'est un événement qui peut être très bref et demain, ou alors qui peut s'inscrire dans une temporalité beaucoup plus longue. Donc, on a une plasticité, je dirais, chronologique de l'événement qui est extrêmement importante. Il y a des théories qui sont spécifiquement consacrées à un collapse qui serait très court, et il y a des théories qui sont spécifiquement consacrées, des théoriciens qui se sont vraiment interrogés sur un collapse qui s'inscrirait dans la longueur, qui ressemblerait par exemple à l'effondrement de l'Empire romain. Est-ce que les Romains, à l'époque où nous datons l'effondrement de l'Empire romain, avaient conscience de ça ? C'est quelque chose qui est très débattu entre historiens. Est-ce que l'effondrement, on n'aurait pas pu le dater d'un siècle avant ou de 50 ans après ? C'est tout à fait possible, etc., etc. Donc, on a cette plasticité de la notion. L'autre chose que je critiquais, moi, dans la collapsologie, c'est justement ce que tu as présenté, c'est-à-dire l'aspect systémique de la notion. La collapsologie vous présente un tableau qui est assez lugubre, parce que c'est un tableau global. Or, quand on commence à zoomer, c'est-à-dire à regarder dans le détail de quoi il est fait ce tableau, on trouve beaucoup plus de nuances que dans ce qui est exposé. Globalement, ma critique principale de la collapsologie, c'est de fermer l'horizon des possibles. Et ce que nous apprend ma discipline, la prospective, c'est l'inverse. C'est de dire, et alors là je te rejoins Jacques, c'est de dire qu'en fait le réel est tellement dingue, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde est tellement inimaginable, souvent par exemple, la pandémie de Covid. L'économie, non pas qu'il y ait une pandémie, ça c'était tout à fait imaginable. Oui. Mais la réaction du monde, c'est-à-dire l'idée que tout d'un coup, c'est pas l'idée, le fait que tout d'un coup l'économie ait été en tout ou partie arrêtée, un auteur de SF aurait écrit ça, on l'aurait pris pour un gogo. C'est-à-dire que l'économie était une machine qui tournait à plein régime depuis 150 ans et on l'a figée pour des raisons sanitaires, c'est-à-dire en plus pour protéger des gens relativement improductifs. C'est-à-dire, je dis ça sans critiquer qui ou quoi que ce soit, mais enfin c'était le cas, c'est-à-dire protéger des personnes âgées, protéger des enfants, etc. C'était impensable. Globalement, le 11 septembre, événement signe noir, totalement impensable. Une bande de gogos enturbanés qui détournent des 747 avec des cutters pour les cracher dans les tours qui sont supposées être les plus surveillées du monde entier. Signe noir totalement imprévisible. Le monde est tellement dingue qu'on ne peut pas fermer l'horizon des possibles. Et donc, la collapsologie, elle vous dit, le collapse, il est inéluctable, et moi, je dis non. Quand vous dites ça, vous nous donnez un scénario. Et il faut ouvrir et donner d'autres scénarios qui sont tout à fait possibles, c'est-à-dire des scénarios où le collapse est évité. C'est ça que j'essaye de faire dans mon livre, c'est-à-dire non seulement scénariser le collapse lui-même, ce que, à mon sens, les collapsologues ne font pas, mais aussi, puisque j'arrive à 3 scénarios de collapse possibles avec 3 temporalités différentes et 3
probabilités d'occurrence différentes, élaborer un quatrième scénario, lequel, c'est toute la question, c'est la question à laquelle il faut qu'on travaille, qui nous permettrait justement de l'éviter. Je réponds juste une dernière chose sur l'horizon 2030. Pardon, mais ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que quand on regarde précisément les projections de World 3, c'est-à-dire du rapport Meadows, c'est pas 2030. Et c'est pas grave d'ailleurs, mais c'est à partir de 2000, 2010, 2020. Je dis que c'est pas grave parce que c'est pas le rôle d'un modèle comme ça. Attention, qu'on soit très clair, hein. Moi, je suis très admiratif de World 3, du rapport Meadows, etc. Encore une fois, c'est un document fantastique. Mais on n'attend pas de lui une prévision de devin, quoi. C'est-à-dire de nous dire attention. Et du coup, elle le fait pas. C'est-à-dire le modèle nous dit attention, on entre dans une zone périlleuse. C'est une zone qui va de 2000 à 2050. C'est assez flou. Et les dates de 2030, évidemment, aujourd'hui, là, on est en 2000 au moment où on enregistre cette vidéo, on est en 2023. Donc dire 2030, ça permet d'être pas trop proche, pas trop, etc. Mais ça recouvre pas une réalité qui est extrêmement pertinente. D'ailleurs, il y a un scientifique qui a mis à jour, qui s'appelle Graham Turner, c'est un Australien, j'imagine que tu as dû voir ça, qui a mis à jour les données du rapport Meadows et qui arrivait à la date de 2015. Donc, arriver à donner des dates, même en termes de décennies, aussi rapidement et dire que tout converge, là, je suis pas d'accord, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il a fait cette modification dans les années 2000 et ça a d'ailleurs été mis à jour ultérieurement encore. Tout à fait. Cette évaluation a été faite effectivement par Turner et elle a été refaite par une scientifique qui s'appelle Branderhorst et qui arrive à des conclusions assez différentes de celles de Turner, justement sur l'état de la planète au regard des données réelles intervenues depuis 1972, c'est-à-dire depuis le rapport Meadows, et de l'évolution des technologies. Pour moi, il y a deux choses qui sont oubliées dans ton développement. C'est d'abord que ce qui va s'effondrer, c'est notre mode de vie. Donc, en soi, on peut regarder toutes les statistiques qu'on veut. Ce que donnent comme information les statistiques, c'est une vision qui est toujours d'abord tronquée de la réalité. C'est pour ça qu'elles sont remises à jour, hein. On vient d'apprendre quand même aujourd'hui que l'État français a validé la perspective de plus 4 degrés d'ici à 2100, donc ça sera avant 2100. Pour la France. Hein. Pour la France. Alors qu'on était attention, il faut à dire... plus 2 degrés il y a quelques années, il y a quelques mois. Donc, il faut expliquer. Il faut que tu expliques. Il faut que tu expliques. Enfin, il faut expliquer que... Attention, mais ce qu'on dit là, c'est qu'en fait, comme il y a des réchauffements qui sont variables d'un point à l'autre de la planète, en France, c'est 4 degrés, mais... ça ne préjuge pas des chiffres qui sont donnés à l'échelle mondiale. Oui, ça, c'est important de le dire pour que les gens comprennent. La perspective française. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas dire que les scientifiques disent n'importe quoi, contrairement à ce que disent la plupart des climato-sceptiques. Ça veut dire que les scientifiques, et ça, il faut lire Jem Bendell, qui est un Canadien et qui est très intéressant là-dessus. Il a écrit une lettre à ses confrères chercheurs, climatologues notamment, qui participent au travail du GIEC. Et il leur dit, s'il vous plaît, d'abord, arrêtez de vous autocensurer. Vous voyez des chiffres qui sont trop noirs, vous les édulcorez pour ne pas faire peur au reste de la population. Mais donc, vous tronquez l'information que vous donnez. Et en plus, il montre dans cette lettre qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui sont plus ou moins sous influence pour minimiser un certain nombre de choses ou faire penser, et c'est là où je viens, développer et mettre en avant et mettre en valeur des scénarios où la captation du carbone, on expliquera ce que c'est, mais la captation du carbone et la géo-ingénierie viendraient nous sauver. Et ferait que la courbe, elle fait ça, et puis à un moment donné, elle s'arrête et elle remonte vers le paradis technologique. Et très clairement, on a là pour moi, c'est un travail qui va trop facilement dans le sens d'un certain nombre de chercheurs et d'industriels qui vont proposer aux États un choix qu'ils ne peuvent pas faire. Les gouvernants vont voir arriver dans leur bureau des industriels qui vont leur dire « On a la captation carbone, on a la géo-ingénierie. On peut modifier le climat par des techniques et on peut sauver l'humanité. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous le prouver. On a besoin de 5, 10, 15, 100 milliards pour faire des études et pour vous le prouver. » Est-ce qu'un État peut logiquement dire à sa population, est-ce qu'un élu peut dire à ses électeurs, écoutez, moi, je vais économiser 50 milliards
ou 10 milliards. Mais bon, vous allez tous mourir. On avait peut-être une chance de s'en sortir, mais je ne veux pas dépenser ces 10 milliards. Non. Donc, c'est l'argent qui coule à flot pour un certain nombre d'industriels qui présentent des technologies qui sont totalement fondées sur... qui ne sont fondées sur rien et qui vont coûter extrêmement cher aux contribuables pour des résultats qui sont quasiment nuls. Jacques parle d'effondrement de notre mode de vie. Moi, je ne reprends pas le terme d'effondrement parce que les mots ont un sens. Je veux dire, l'effondrement, c'est quelque chose qui est d'abord brutal, qui est soudain, justement. Que nos modes de vie soient appelés dans les décennies qui viennent à évoluer, voire beaucoup, ça, c'est tout à fait possible. Donc, je ne parle pas d'effondrement, mais plutôt d'évolution. L'un des messages les plus importants que j'essaye de faire passer quand j'interviens dans les médias, c'est de dire que la croissance verte, la croissance durable que je promeus, et bien justement, elle est révolutionnaire en ce sens que ça n'est pas le business as usual. C'est pas on continue comme avant et on fait rien. C'est un changement extrêmement profond. Mais après, pour aller plus loin, en dire comment ça va changer, dans quel... à quel point ça va changer, il faut avoir une boule de cristal, on ne peut pas le savoir parce que le monde est un système beaucoup trop complexe pour qu'on puisse dire demain, par exemple, vous ne pourrez plus voyager. Moi, je ne peux pas dire si demain, par exemple, nos modes de vie touristiques vont évoluer au point qu'on ne pourra plus voyager. Par exemple, est-ce que je peux dire que demain, on ne pourra plus prendre l'argent ? Probablement, et c'est là que prendre l'avion, j'ai dit quoi ? Prendre l'argent. C'est un lapsus tout à fait révélateur, absolument. Étant un affreux capitaliste, je ne pense qu'au pognon. Et donc, je ne peux pas dire si demain on devra arrêter de prendre l'avion. Probablement que le scénario le plus, aujourd'hui, le plus probable, c'est que de 2023, le moment où on enregistre cette vidéo, jusqu'à à peu près 2040, 2050, ça sera de plus en plus compliqué de prendre l'avion et qu'il y aura une sorte de rationnement, si ce n'est un rationnement réglementaire, comme on le voit un petit peu fleurir à droite à gauche. Par exemple, en France, on a raboté l'une des propositions de la Convention citoyenne qui était d'interdire les vols intérieurs de plus de moins de 4 heures quand il y avait des alternatives train, et ça a été descendu à 2h30. Donc voilà, donc ça c'est un rationnement réglementaire. Alors est-ce que dans les décennies à venir, probablement oui, ça va être plus compliqué, donc le mode de vie il va évoluer de cette manière-là. Moi personnellement, je considère que l'avion a un impact qui est démesuré par rapport au service qui est rendu. Et donc, j'ai arrêté de prendre l'avion depuis 6 ou 7 ans. Dire nos modes de vie vont énormément évoluer, oui. Dans quelle proportion, on ne peut pas savoir parce que c'est un jeu qui fait entrer en compte à la fois les objectifs environnementaux et la rapidité de développement de la technologie et aussi, bien sûr, l'évolution des mentalités. Donc voilà. Ensuite, parce que tu as voulu aborder la question de la technologie, en particulier de la géo-ingénierie. D'abord, il faut être pédagogue, c'est-à-dire expliquer précisément de quoi on parle quand on parle de géo-ingénierie. Quand on a commencé à exploiter du pétrole et du charbon et du gaz, sans le savoir et sans le vouloir, l'humanité a mené une extraordinaire expérience négative, abominable, de géo-ingénierie. C'est-à-dire que sans le savoir et sans le vouloir, on s'est mis, bon an, mal an, à modifier les fondamentaux géophysiques de notre planète, l'un des fondamentaux les plus importants, à savoir le climat. Donc on a déjà fait de la géo-ingénierie, en quelque sorte. La géo-ingénierie dont on parle aujourd'hui, c'est une géo-ingénierie de réversion, en disant, quand on a cramé des énergies fossiles, on a fait un truc, on n'avait pas vraiment conscience. Bon, donc on va essayer de mettre en place des technologies qui vont faire l'inverse. Alors la géo-ingénierie, il y a deux grandes familles de géo-ingénierie. Il y a la géo-ingénierie d'exposition solaire, c'est-à-dire déployer un certain nombre de techniques qui réduisent l'exposition de la planète aux rayons solaires. Sa seule véritable promesse, il y en a deux. La première, c'est de nous faire gagner un peu de temps. Parce qu'elle ne modifie pas les fondamentaux de tout ce qu'on a saccagé, en particulier le climat avec le CO2. Donc elle peut nous faire gagner un peu de temps. Et puis son autre promesse, c'est de foutre un bordel monstrueux, parce que les conséquences de ce type d'expérience peuvent être cataclysmiques, catastrophiques, et donc rajouter de la catastrophe sur la catastrophe. Bon. La seconde famille de géo-ingénierie, qui est celle de la captation du carbone,
elle est beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire prendre le carbone qu'on a disséminé dans l'atmosphère et le remettre là d'où il n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire principalement en couche géologique profonde, c'est-à-dire dans la Terre, là où il se trouvait pendant des millions d'années avant que l'homme ne s'intéresse au pétrole, au charbon et au gaz. Alors, ça, c'est des technologies qui existent aujourd'hui. C'est des technologies qu'on maîtrise aujourd'hui, mais qui ne sont pas économiquement compétitives. Alors la question c'est, et l'une de vos questions c'était, est-ce que c'est inéluctable qu'on en vienne à faire de la géo-ingénierie? Et je crois que Jacques et moi là-dessus on était d'accord. Ben oui, c'est inéluctable. Je suis désormais inéluctable. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est trop tentant. On est comme des enfants dans un magasin de bonbons à qui on demanderait de ne pas y toucher. C'est impossible. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a déjà commencé. Jacques a dû voir ça, mais il y a une start-up, je crois que c'est au Mexique, qui s'est mis à balancer du dioxyde du soufre toute seule, comme ça, sans qu'on lui ait rien demandé, ce qui est hyper dangereux. Balancer du dioxyde du soufre pour faire sa propre expérience de géo-ingénierie. Donc quand on en est là en 2023, c'est très difficile d'imaginer que ça soit pas mis en œuvre dans les décennies qui viennent, surtout que ces techniques-là, particulièrement la première famille, c'est hyper facile à faire. Techniquement. Même un État et même une entreprise, il n'y a même pas besoin d'avoir beaucoup de pognon, il suffit d'avoir quelques avions pour balancer des sulfites comme ça dans l'atmosphère. Un émirat l'a essayé et voilà. Ils ont noyé une ville sous l'eau. Voilà, alors c'est-à-dire que c'est tellement facile à faire que ça serait très étonnant, signe noir, que quelqu'un s'y mette pas, même un milliardaire toqué, allez savoir. Donc ça, c'est la première raison. C'est pas parce qu'il y a une technologie qui existe que la norme ne peut pas la bannir. On prend la question de l'eugénisme, du clonage, c'est des choses qui existent depuis des décennies et qui sont à l'échelle de la planète infinitésimale. Alors, je m'inscris totalement en faux face à cette idée. Quand quelque chose existe, que cette chose est utilisée. Quand une technologie est développée, on trouve des moyens de l'utiliser. L'exemple de l'eugénisme est un très mauvais exemple parce que depuis 2012, il y a eu l'une des révolutions les plus importantes de l'histoire de l'humanité avec l'invention des ciseaux génétiques CRISPR-Cas9. Exactement. C'est un moyen dont nous ne disposions pas jusqu'ici, mais là on s'égare, de faire des manipulations génétiques ad nutum, c'est-à-dire de modifier à peu près ce qu'on veut et on ne savait pas trop le faire avant. Alors, face à ça, est-ce que nos codes éthiques vont tenir longtemps? On peut se donner rendez-vous dans 20 ans, dans 30 ans, et moi je vous fais un pari que le monde de demain sera résolument eugéniste, et d'ailleurs ça a déjà très largement commencé à le faire, on peut contourner ça de 1000 manières, et surtout je peux vous garantir que si l'Europe continue à avoir des normes éthiques, d'autres ne s'embarrasseront pas de temps de précaution, et que la Chine, par exemple, les États-Unis n'en ont rien à foutre. Donc une technologie, quand elle existe, elle est utilisée, à commencer par la bombe atomique. Je veux juste terminer sur la géo-ingénierie, sur la captation du carbone. Ce que je pense, c'est que compter sur la géo-ingénierie, je suis totalement d'accord avec Jacques, pour effectuer la transition, qui serait une fausse transition en fait. Compter sur la géo-ingénierie, ça n'est pas faire la transition, c'est proprement suicidaire. C'est-à-dire que même si en 60 ans, on arrive à rendre beaucoup plus compétitive la captation du carbone et à en faire beaucoup, si on ne fait rien entre-temps pour réduire nos émissions, ça ne servira à rien, ça ne sera pas suffisant. En revanche, si on arrive bon an mal an à mettre en place une certaine transition et à réduire par exemple nos émissions de 50 à 70%, le complément, ça pourra être obtenu par de la géo-ingénierie. Autrement dit, la géo-ingénierie, c'est le dernier recours. C'est le filet de sécurité, si on peut dire, avec des mailles très très larges. C'est le dernier coup de fusil qu'on pourra tirer, mais il pourra nous tirer d'affaire qu'à partir du moment où on aura fait un effort. Et là, je vais encore une fois, je pense, rejoindre Jacques. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que pour l'instant, la géo-ingénierie, elle est développée par des gens qui s'en servent pour justement ne pas réduire leurs émissions, à commencer par les grands groupes gaziers et pétroliers. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, je voulais rebondir sur le mot croissance verte que tu as prononcé. Mon analyse, elle est très simple, c'est que la croissance verte, le concept de croissance verte ne résiste pas à une analyse en cycle de vie. Alors, je m'explique. L'analyse en cycle de vie, c'est quand on regarde, par exemple, une voiture électrique. Dans une publicité, on vous dit la voiture électrique, elle est zéro émission, zéro carbone, zéro.
Or, non. Pour construire cette voiture électrique, il a fallu dépenser et brûler énormément de pétrole et de charbon. Pourquoi ? Pour construire l'usine, pour les différents matériaux, les pneus, tout le plastique qu'il y a dedans, toute l'électronique qui vient en majorité de Taïwan par bateau, former les ingénieurs, déplacer ensuite les véhicules qui ont été construits sur la chaîne de production, sur des gros camions pour les amener sur le site où ils sont vendus, etc., etc. Donc, en réalité, même si ce qui sort du pot d'échappement, qui n'existe plus d'ailleurs, de la voiture ou électrique ou hydrogène, c'est zéro, en fait, en amont et en aval de ce véhicule, donc dans son cycle de vie, il y a énormément de charbon et de pétrole qui est brûlé. Et je ne parle même pas de la fin de cette voiture, c'est-à-dire les batteries qu'il va falloir... Alors, on peut les recycler, mais pour recycler cette batterie, il faut une usine, il faut des robots pour travailler la matière, il faut des camions pour déplacer tout ça. Donc, on ne peut pas, en fait, créer l'énergie auto-générée. On n'est pas dans Iron Man, quoi. Toute nouvelle technologie est avant tout produite par du pétrole et du charbon, en cramant du pétrole et du charbon. Et on voit que les nouvelles technologies sont en fait de nouvelles lignes qui viennent s'empiler sur les lignes déjà existantes de production et d'utilisation de pétrole et de charbon. Et je donne un exemple, mais la captation du carbone, finalement, c'est une idée aussi magique pour l'univers de la technologie, puisque on émet du carbone, on le capte, on le remet à certains endroits, sous les océans, sous la terre, et puis ensuite, on a du charbon pour pouvoir continuer à produire. Et donc ça, ce sont les idées, par exemple, de biochar, qu'on présente aujourd'hui comme un super élément pour génial, régénérer les sols. Mais le problème de cette logique-là, c'est qu'elle renvoie toujours et toujours à plus. C'est la logique du toujours plus qui est la seule logique que connaît le marché. Keynes expliquait très bien par cette allégorie du vélo. C'est-à-dire que quand on arrête de pédaler, on se casse la gueule. C'est ça l'effondrement de notre mode de vie. C'est que le marché arrête de pédaler, c'est que le système arrête de pédaler et qu'il se casse la gueule. Et là, l'idée, quand on parle d'effondrement et quand on pense d'effondrement, tu as dit, subi. Eh bien, moi je considère qu'à un moment donné, on peut envisager, c'est pour ça que les collapsos, les gens qui parlent d'effondrement, le font même en prenant des risques à fixer des dates ou à évoquer des idées qui sont des idées noires, des chiffres glauques, des perspectives horribles. C'est pour que on se rende compte du risque, de la menace qui existe, qui arrive, qui est extrêmement forte, et que l'on s'adapte avant, que l'on choisisse l'effondrement, plutôt que de subir l'effondrement. Et ça veut dire quoi ? Je comprends pas. Ça veut dire quoi, choisir l'effondrement ? Choisir l'effondrement, ça veut dire changer, basculer, changer de mode de vie. Oui, mais raconte-moi, ça se fait comment ? Eh bien, c'est tout simple. C'est avoir un mode de vie qui est déconnecté d'un système, disons, techno-industriel ou thermo-industriel, et donc qui n'est pas dépendant de ce système-là. Ah oui, et donc en niveau de vie, ça donne quoi ? Bon voilà, alors je vais niveau de vie, je sais pas de quoi. Ça veut dire combien je gagne d'argent ? Non, ça veut dire comment je vis. Ça veut dire est-ce que j'ai accès à des médicaments, est-ce que j'ai accès à de l'instruction, est-ce que j'ai accès à tout ce qui fait la modernité et tout ce qui fait que, en gros, l'humanité, grâce au charbon, grâce aux fossiles de manière générale, c'est sorti du ruisseau. Soyons très clairs. Alors là, tu confonds progrès technique et progrès social, et ça, c'est la grande confusion depuis Pasteur qui conduit à la situation où nous sommes aujourd'hui. Je connais pas Pasteur, mais je connais Renaud qui explique que l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. La transition énergétique, parce que tu es parti là-dessus, donc il faut être très très clair. La transition énergétique consiste à troquer un super système énergétique qui est le nôtre, parce que d'un point de vue énergétique, il est super, mais malheureusement, il émet du carbone. C'est un système fondé sur les énergies fossiles. Le troquer contre une autre source d'énergie qui est principalement, voire exclusivement, de l'électricité. Moi, je dis consommer moins. Alors, je dis pas faire des éoliennes dans tous les sens et des panneaux solaires. Alors, je dis consommer moins. Mais oui, mais là, alors, je suis d'accord. C'est-à-dire que, et c'est là
qu'on entre dans des débats aporétiques ou au contraire qui peuvent être constructifs. Si tu me dis la transition énergétique, c'est à la fois avoir une autre énergie qui n'est pas carbonée et consommer moins d'énergie, je dis oui. Parce que de toute façon, il n'y a aucune transition énergétique qui se fera sans, c'est le maître mot, sobriété. Bon. Après, cette moindre consommation d'énergie, elle peut être obtenue soit par des changements de comportement. Je décide que j'ai pas besoin de tel ou tel bien et service parce que j'en ai pas besoin, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est de l'évolution des mentalités. Personne ne dira qu'il faut pas faire ça. On est complètement d'accord. Et personne ne dira même qu'on peut réussir l'équation sans ça. Moi, je préfère au mot sobriété, par exemple, des mots comme minimalisme, même si ça a été un petit peu dévoyé. Mais moi, ma logique de sobriété, c'est 80% de moins et 20% d'alternatives. Oui, mais pas l'inverse. Ah oui, d'accord. C'est ça, et c'est là qu'il y a un grand débat. C'est sur, finalement, non pas les concepts qualitatifs, mais sur les proportions. Et on n'est évidemment absolument pas d'accord, parce que si on fait du 80, on entre dans un système de décroissance. Et moi, je suis extrêmement hostile à la décroissance, parce que la décroissance est une énorme arnaque. Et c'est pour dire les choses simplement, la décroissance, d'abord, c'est malhonnête comme idée, puisque c'est une idée qui ne dit pas son véritable nom, et son véritable nom, c'est du soviétisme hardcore. Mais je vais laisser ça de côté une petite seconde, pour dire que, préciser ce qu'est la transition énergétique, parce que tu disais quelque chose de très juste, tu disais, quand on fait cette transition énergétique, on crame du charbon, on crame, tu as tout à fait raison. Et c'est ça le grand paradoxe, c'est que dans un monde qui est fondé sur le carbone, même sortir du carbone, ça suppose de dépenser du carbone. Sauf qu'on est obligé d'effectuer cette dépense-là pour émettre de moins en moins de carbone et arriver à la neutralité, mais il faut quand même arriver à faire comprendre ce qu'est la neutralité. La neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on va entrer dans un monde où on n'émet plus du tout de carbone. Ça veut dire qu'on va réussir à rééquilibrer nos émissions de carbone par des puits de carbone ou des aspirations de carbone ou la capacité du système géophysique terrestre à absorber le carbone qu'on produit, qui ne soit pas du carbone surnuméraire. C'est ça la neutralité carbone. Mais pourquoi c'est pas le faire ne plus par la du tout technologie et pas en plantant des arbres? Alors, les arbres ne permettent pas, il y a eu des études qui ont été faites, même si on couvrait la totalité de la planète et même les océans d'arbres, ça ne permettrait pas d'absorber nos émissions carbone, donc on n'a pas le choix. Parce que les analyses sont basées sur des plantations de toujours le même arbre, là, des sapins. Non. Enfin bref, mais là on part un petit peu dans tous les sens. C'est quelque chose qui était très intéressant, c'est toujours le même débat sur la sobriété et le covoiturage. Et là, on est complètement d'accord. Est-ce que moi je dis il faut que tout le monde conserve sa voiture individuelle et qu'il soit une voiture électrique? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. On ne pourra pas faire ça. Et bien sûr qu'il faut mettre en place du covoiturage aussi, et peut-être même davantage. Peut-être même davantage. Je vais même jusque-là, je suis tout à fait d'accord. C'est ça la transition. La transition, c'est aussi cette évolution-là. On parlait du mode de vie. Oui, ça, c'est un des pans de changement du mode de vie. Mais parce qu'on entre aussi dans un monde de sobriété. Et je termine en parlant de l'éléphant dans le couloir qui est la croissance verte. C'est quoi la croissance verte? Et je vais être complètement transparent avec vous. C'est la première question que je me suis posée quand j'ai véritablement commencé à travailler sur l'écologie, en me disant, est-ce que c'est une arnaque? Parce qu'on est quand même tenté de le penser, vu que on saute comme des cabris, pour paraphraser De Gaulle, sur notre siège depuis 40 ans, en disant croissance verte, croissance verte, croissance verte, et les émissions de carbone continuent d'augmenter, et la déforestation, n'en parlons même pas, et l'effondrement de la biodiversité, on est en plein dedans, etc., etc. Donc, est-ce que c'est un mantra? Est-ce que c'est de la pensée purement magique? Ou est-ce que ça peut avoir une réalité? Et alors, en me posant vraiment, parce que je voulais avoir une réponse pour moi-même, je veux dire, simplement, avant même d'avoir une réponse en tant que chercheur, je voulais avoir une réponse pour moi-même, savoir si c'était une fausse route. L'ensemble de mes études m'ont conduit à penser que oui, c'était possible. Mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Et c'est ça le grand problème, c'est que on parle de cette chose-là, on l'invoque de manière un peu comme une amulette, de manière un petit peu magique, mais sans savoir ce que ça recouvre. Je vais vous dire ce que c'est pour moi, la croissance verte. La croissance verte, c'est un pont. C'est comme ça que je me le figure. C'est un pont entre maintenant et la fin de ce siècle, c'est-à-dire les années 2070-2080, c'est-à-dire le moment où on disposera, je vais te faire hurler, de technologies de rupture qui nous permettront d'avoir un rapport à notre environnement, mais au sens très très large, extrêmement différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui. Pour arriver à ça, il faut mettre en place des systèmes économiques qui, à la fois, mais ils seront malheureusement minoritaires, sont fondés sur une restauration
déséquilibre naturel. Par exemple, si je fais du business et du pognon avec du plastique que j'ai collecté dans les océans, je reste dans une visée et un système capitaliste et je suis dans un système de croissance verte ou de croissance durable que moi j'appelle forte. Parce que je vais faire de l'argent, je vais faire du business en restaurant l'écosystème. Mais je ne suis pas non plus complètement à la masse. Je vois très bien que ce type d'économie existera, j'espère de plus en plus, mais ne sera pas majoritaire. Le reste du verdissement de l'économie, c'est arriver à faire de la croissance faible, c'est-à-dire une croissance qui tente d'avoir un impact écologique et un besoin en ressources moindre, voire beaucoup moindre que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, évidemment, je suis d'accord avec toi en disant que la croissance verte, ça ne nous empêchera pas de polluer. Mais ça peut nous permettre de gagner le temps qui nous permettent d'arriver à ces technologies de rupture. Et ces technologies de rupture, elles peuvent véritablement changer le monde. Au tout début de notre entretien, on nous a dit est-ce que l'homme a vocation à rester sur Terre ? Et c'était une question qui était très, très intéressante parce que j'ai l'absolue conviction que l'humanité se trouve aujourd'hui face à la crise écologique dans une crise de croissance. Face à cette crise de croissance, il y a deux possibilités. Soit redevenir enfant, c'est-à-dire redevenir plus petit pour réintégrer les limites planétaires, soit véritablement grandir et sortir des limites planétaires, c'est-à-dire commencer à exploiter les ressources spatiales. Et ça, c'est plus du tout de la science-fiction, et c'est même des gens qui sont pas drôles et qui ont jamais lu un livre de science-fiction qui me l'ont confirmé. C'est des économistes spécialistes des ressources qui me disent le space mining, c'est-à-dire le fait d'aller prendre par exemple un astéroïde dans l'espace, c'est plus complètement délirant. Et les mecs de donner des chiffres précis et des chiffres clés pour montrer que c'était quelque chose qui commençait à entrer dans l'ordre du possible. Quand on commencera à exploiter les ressources spatiales, on pourra véritablement sanctuariser les ressources de notre planète, et on est dans cet entre-deux-là. Et c'est ça, la crise environnementale qu'on est en train de vivre. Et c'est ça la grande limite, je termine juste là-dessus, pardonnez-moi, c'est ça la grande limite du rapport Meadows, c'est que le rapport Meadows nous dit il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde aux ressources finies, c'est normal, parce que le rapport Meadows fonctionne dans un cycle clos, dans un vase clos qui est celui de la Terre. Au rapport Meadows, on peut répondre, il peut y avoir une croissance infinie dans un univers aux ressources infinies. Au début de ton intervention, tu as parlé d'inégalité, une société de plus en plus inégalitaire. Oui. Mais à qui elle va servir, cette croissance verte ? Qui est-ce qu'elle va enrichir ? Elle va enrichir 1%, 2%, 10% de la population du globe. Non. Donc la croissance verte, elle ne sert strictement à rien, à part à permettre à une élite économique, financière et politique de continuer à s'enrichir. Mais c'est pas vrai. Donc on n'a pas besoin de croissance verte. La population n'a pas besoin de croissance verte. Ce dont elle a besoin, c'est de se nourrir, c'est de se loger, c'est de se déplacer, c'est d'avoir des échanges humains. Ça, c'est l'essentiel. Mais c'est aussi de boire de l'eau non polluée, c'est aussi de respirer un air qui ne tue pas, etc. Or, aujourd'hui, on en arrive à constater que, on l'a vu récemment en France, il y a une nouvelle norme qui est arrivée et qui nous a montré que 30% des cours d'eau français et donc de l'eau du robinet des Français étaient pollués par des métaux lourds et des polluants éternels. Donc, quand on se rend compte de ça, ça veut dire que l'air que l'on respire nous tue, plusieurs centaines de milliers de morts par an, que l'eau que l'on boit nous tue. Très sincèrement, la croissance verte n'est plus véritablement la croissance verte pour 10% de la population, c'est véritablement le cadet des soucis de l'humanité. Le but, c'est de retrouver une façon de respirer qui ne nous tue pas, de boire de l'eau qui ne nous tue pas, et de manger sainement, et de pouvoir se loger. Or, toutes ces choses-là, on peut les faire sans avoir besoin d'aller sur la Lune pour chercher des ressources. Tu penses que les Indiens et les Africains sont des abrutis ? Parce que dans ce cas, il faut leur informer, il faut les informer que leur poursuite effrénée de croissance est une ânerie. Il faut leur dire, parce qu'ils font fausse route. Ils sont là, et les Chinois, et en fait le globe entier, ils sont en train tous de poursuivre la croissance. Ils sont peut-être débiles. Alors, ils sont en train de poursuivre... je vais répondre, parce que c'était une boutade. Oui, mais ils sont en train de poursuivre une croissance parce que c'est l'Occident qui leur propose ce modèle de croissance. Bien sûr, et l'Occident, il est débile aussi. L'Occident, il est débile aussi.
Ah bah, il est suicidaire, oui. Ah, d'accord. Donc en fait, moi je m'inscris complètement en faux face à ce discours. Entre 1800 et aujourd'hui, l'espérance de vie a augmenté de 100%, l'espérance de vie moyenne sur la planète. La mortalité infantile a été réduite à presque rien. La part de la population mondiale en extrême misère et précarité a été éradiquée. Et je pourrais citer des chiffres à ne plus savoir qu'en faire sur les bienfaits de la croissance. Tout ça, c'est parce qu'on est entré dans une logique de croissance et d'enrichissement d'un bout à l'autre du globe. Et les gens dont je viens de parler, c'est-à-dire les Africains, les Chinois, les Indiens, etc., ils le savent très bien. Et qu'est-ce qu'ils veulent, eux ? C'est de la croissance, justement pour pouvoir augmenter leur niveau de vie. Et c'est ça qui est génial dans le discours mensonger et dangereux de la décroissance, c'est qu'il mélange tout et n'importe quoi. Alors par exemple, là, dans le grand mélange, on est passé de ce qui a fait l'essentiel de notre débat, c'est-à-dire la pollution écosystémique. Le réchauffement climatique, c'est une pollution écosystémique, c'est-à-dire une pollution qui concerne l'ensemble de la planète, les grands équilibres géophysiques, à ce qu'on appelle la pollution sanitaire. Le fait que les eaux soient polluées, les milieux, et que ça ait un impact sur la santé, pas que, mais aussi sur la santé des gens. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est justement grâce à l'enrichissement et à la croissance qu'on peut le plus activement combattre la pollution sanitaire. Vous avez une courbe C'est pas l'enrichissement et la croissance qui répare les eaux. Et ça, ah ben si. Non, ce n'est pas l'enrichissement et la croissance. Bien sûr que si. C'est ce qu'on a fait. Bon. C'est ce qu'on a fait avec les capacités d'investissement. Eh ben oui, mais pour ça, il fallait avoir de la richesse. Bref, c'est tout à fait modélisé en économie. Non, c'est une orientation de la richesse. Si je peux continuer, ça s'appelle la courbe écologique de Kuznets. Kuznets, c'est pas le dernier des cons, c'est un économiste qui a pignon sur sciences économiques et qui vous montre que à partir du moment où on commence son développement, explose la pollution sanitaire et les impacts que ça a sur la santé des gens. Et à partir du moment où les gens et les pays et les peuples commencent à s'enrichir, ils se préoccupent de ces questions-là et miraculeusement, c'est dans les pays les plus développés que la pollution sanitaire est la moindre et c'est dans les pays qui sont en voie de développement qu'elle explose et qu'elle est la plus forte. Donc, pour la pollution sanitaire, qui a l'air de vous tenir à cœur, il faut absolument de la croissance. Et de manière plus globale, si on n'a pas de croissance, on n'a pas d'augmentation, d'élévation du niveau de vie. Voilà, sans croissance, vous parliez du vélo, c'est une très bonne image. Vous aviez l'air de souhaiter qu'on se casse la gueule à vélo. Moi, pas trop. J'ai des filles, je leur apprends le vélo, elles se sont cassées la gueule, elles se sont fait des nions et elles ont pleuré. J'ai pas envie que l'humanité en arrive là. La problématique, c'est qu'il y a un seul modèle de développement dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on serait sur un seul modèle de développement où il y a de l'argent qui est généré, il y a un certain nombre de personnes qui en captent une partie, et puis il y a une autre partie qui est... Tout le monde. Il y a une autre... Mais non, mais sinon il n'y aurait pas de riches, il n'y aurait pas d'ultra riches, il n'y aurait pas d'hyper riches, etc. Non, mais attention, un pauvre Américain aujourd'hui a un niveau de vie supérieur à celui d'un seigneur du XVe siècle. C'est que les standards avec la croissance, mais comparer ça est totalement absurde. Absolument pas. Ce type de comparaison n'a pas de sens. Ça veut dire que ce qu'on considère comme pauvre a aussi évolué parce que nos standards ont évolué avec le développement généralisé. Si on est sur un seul modèle de développement où en fait ce n'est pas du mot développement en fait, c'est du mot enrichissement et c'est aussi, je le répète, une confusion entre le progrès technologique et le progrès social. Venons-en à la médecine par exemple. Les questions de médecine sont extrêmement intéressantes dans les progrès parce que quand on analyse aujourd'hui ce qu'on appelle les progrès de la médecine, on arrive à une prise de conscience que la médecine moderne, contemporaine, donc hyper technologisée, est une médecine qui permet de maintenir des personnes en vie alors qu'elles auraient dû avoir soit une maladie très grave, soit même décéder. Mais l'origine des maux que guérit aujourd'hui la médecine technologique sont des maux qui sont nés par l'industrie, notamment en ce qui concerne ce qu'on trouve dans la nourriture, notamment pour ce qui est du diabète, notamment pour ce qui est de ce qu'on trouve dans l'eau. Donc là, ce sont des pyromanes pompiers. Et cette logique de pyromane pompier, c'est celle qui est à l'origine, c'est le modèle économique de ce que tu appelles développement. C'est-à-dire qu'on va détruire des choses et ensuite on va générer une activité et de la valeur ajoutée pour réparer la chose qu'on a soi-même détruite. Donc on arrive à un système qui est complètement fou et qui conduit à la maladie du système, à la maladie de la société. C'est ce qu'on appelle un simple bilan coût-avantage.
selon ton raisonnement, j'imagine que tu aurais été tout à fait opposé au feu dans les cavernes du Paléolithique, parce que le feu permet d'améliorer énormément son niveau de vie, mais il y a une contrepartie. C'est qu'il fait respirer des particules fines et qui développe des maladies respiratoires. Ces crétins d'ancêtres que nous avions... Ces crétins, à partir du moment où on s'en rend compte de ne pas sortir le feu à l'extérieur. Et voilà, on est complètement d'accord. Tu viens de décrire la dynamique technologique de notre monde. Tu as complètement adhéré. On se rend compte que les avantages générés par le feu sont extrêmement importants, mais qu'il y a des inconvénients. Et donc, on va créer, inventer, imaginer d'autres solutions pour à la fois... on n'est pas venu en disant je vais capter le carbone pour le revendre aux voisins. Pour à la fois conserver le feu et ne plus avoir les inconvénients du feu. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec, par exemple, la pollution sanitaire. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire en verdissant notre croissance aujourd'hui. Parlons-en du feu, c'est très intéressant, puisque justement... Tu dis, voilà, le départ, on fait du feu à l'intérieur, on s'enfume. On sort le feu à l'extérieur, on profite du feu. Et à un moment donné... Sortir le feu, c'est technologique. Hein. Oui. Bah oui. Mais à un moment donné, on comprend aussi que faire du feu crée un phénomène de pollution. Oui. Bon. Et donc là, quelle est la solution là, que tu apportes ? Là, c'est toute l'émission. Hein. Donc la solution à apporter, c'est une transition non, verte. C'est la captation de la fumée. Non. C'est capter la fumée. Pas du tout. C'est la captation carbone. Si on parle là, maintenant, on revient à notre sujet qui est la transition. C'est une transition qui comprend 3 silos et 2 mouvements transversaux. Le premier silo, c'est une transition énergétique. Le deuxième silo, parce qu'il faut toujours être extrêmement précis. Et moi, je suis sorti des mirages, des croissants 6, Collapso, etc., justement en rentrant dans les sujets, en mettant les mains dans le cambouis des sujets et en étant précis. Premier silo, transition énergétique, on l'a un petit peu évoqué. Deuxième silo, transition agricole, on l'a pas évoqué, fondamental. Troisième silo, transition industrielle vers la circularité. Ça sera jamais circulaire, mais on peut tendre vers, c'est-à-dire réduire notre consommation de biens et notre production de déchets, de ressources naturelles, notre consommation de ressources naturelles. Ça, c'est les 3 silos. Et les trois mouvements transversaux, et d'ailleurs, tu en as parlé où ça a été évoqué, c'est l'adaptation, parce que malheureusement, nous avons tellement saccagé le monde aujourd'hui que, par exemple, le réchauffement climatique, il n'est pas à venir, il est déjà présent, il faut commencer à s'y adapter. Deuxièmement, c'est l'efficience, c'est-à-dire trouver des moyens qui soient des moyens technologiques ou socio-économiques de faire autant avec moins, et donc là je rejoins le moins d'une certaine manière, et troisièmement, et là je suis complètement d'accord, la sobriété, qui est tout simplement faire moins. Faire autant avec moins... Ça c'est possible, ça s'appelle l'efficacité, et ça c'est de la technologie. Mathématiquement, je trouve ça difficile. Faire mieux avec moins... Il n'y a pas à être un grand mathématicien pour savoir que les moteurs de voitures thermiques actuels consomment moins d'essence que celles d'hier. Voilà, c'est ça l'efficience. Donc, c'est toujours une nouvelle technologie. Pas toujours, il n'y a pas que ça. Ça fait partie, oui. Ça en fait partie. Et donc, on n'est jamais dans le moins puisque c'est une nouvelle technologie. Il y a toujours des 2 chevaux qui roulent. Alors, donc, on empile. On est dans la croissance verte, on est dans un plus. Parce que c'est la dynamique de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, qui est d'améliorer ses conditions de vie, de sortir de sa condition et d'accéder... Je pense que c'est la dynamique de l'Occident le plus. Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur des peuples racines qui pourraient dire autre chose. En tout cas, le fait d'être curieux, c'est-à-dire de se poser des questions quant à ce qui se trouve derrière l'horizon, de vouloir accéder à une compréhension, au savoir... Tout ça me semble très très propre à l'homme. Mais là, on est dans une discussion qui devient anthropologique et donc qui dépasse peut-être largement le cadre de notre débat. Alors, déprimé ou encore un peu d'espoir ? Dites-nous en commentaire ce qu'il en est. Pensez à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, c'est important. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.